Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Haribo du syndicat UGTM qui nous parlera donc, on fera un point d'étape sur tout ce qui s'est passé depuis quelques jours au CHUM, à la Martinique, mais aussi les différentes notes de service qui arrivent, qu'on a du mal à suivre, tellement il y en a, et puis aussi sur les choses à venir. On va faire un point donc avec M. Serge Haribo ce matin sur tout ce qui se passe du côté du CHUM à la Martinique. Bonjour M. Haribo, merci une fois de plus de prendre sur votre temps libre, puisque vous n'en avez pas beaucoup, c'est aussi avec tout ça, pour venir donner des nouvelles à nos téléspectateurs. Oui, c'est toujours avec grand plaisir si nous arrivons à faire et à transmettre et à éclaircir un peu le temps, parce que il y a beaucoup d'informations qui sont sorties cette semaine et il nous semble important que l'on puisse éclairer un peu les téléspectateurs. Donc j'espère que tout le monde va trouver de quoi bien comprendre la situation et comprendre aussi le pourquoi et les motivations des personnels de santé. C'est ça. Donc lundi, lorsque vous êtes allé pour prendre votre travail, enfin quand je dis vous, le personnel médical, vous avez trouvé face à vous, police, gendarmerie, et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je préfère vous laisser expliquer de manière à bien comprendre. Là, on parle du lundi 11. Lundi 11. Donc, c'était par note de service d'information personnelle. La direction a décidé de mettre en place le contrôle des passes sanitaires à l'entrée. Alors, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour le public. Pour le public. Et naturellement, nous avions déjà informé que nous n'étions pas pour la mise en application du pass sanitaire. Mais de plus, avec les conditions qui étaient mises et qui graduellement ont été de plus en plus contraintes, puisqu'on a rajouté après, à partir du lundi, dès le lundi, il y avait les forces de police qui étaient présentes, de gendarmerie, les forces armées de gendarmerie, et on s'est aperçu qu'à partir du mercredi, graduellement, les choses se sont d'autant plus compliquées, puisqu'on a vu une implication des forces armées dans ce contrôle. Pourquoi? Il était question au départ, selon la direction, et on l'a dit, 175 000 € de dépensés pour des agents de sécurité qui contrôlent à l'entrée des passes. Mais de plus, on s'est retrouvé avec un double contrôle, donc un checkpoint à chaque entrée. Et derrière les agents de sécurité se trouvait l'armée. Parce que c'était des forces armées qui étaient là, c'était pas des forces d'intervention. C'est ça. Et lorsque l'agent de sécurité, par exemple, constatait qu'il y avait une nécessité peut-être de laisser la personne accéder, des personnes âgées qui n'avaient pas de passe, qui n'avaient pas de QR code, qui ne savent même pas ce que c'est, et par contre qui sont venus en visite. Et une visite médicale qui soit de routine, soit pour pouvoir faire un diagnostic, et on sait très bien les difficultés qu'il y a à avoir un rendez-vous. Et derrière, non, les gendarmes disaient non, si elle n'a pas de passe, elle n'entre pas, cette personne. D'accord. Donc on a dû insister énormément, donc ça faisait il y avait des discussions vives, parce que on a en face de nous des gens qui sont là, quelquefois ça fait même pas une semaine qu'ils sont en Martinique, et qui ne comprennent pas que la situation qui est donnée, et on ne comprenait pas non plus que la direction ne tienne pas compte de la réalité qu'il y a dans le pays. Un pourcentage faible de personnes vaccinées et pourtant une continuité des soins assurés. Que ce soit avec la présence du personnel, que ce soit avec la présence des personnes qui sont concernées, qui ont besoin d'accéder aux soins. Ça. J'ai cru comprendre qu'il y a une dame qui avait un rendez-vous pour une chimio, je ne sais pas trop quoi. Tout à fait. Et elle disait que si elle n'avait pas ce rendez-vous, elle décéderait dans le week-end. Oui, dans les 48 heures. Dans les 48 heures. Et c'était frappant tout de même de voir que il a fallu une intervention vive des agents hospitaliers qui étaient présents pour dire il faut laisser cette dame accéder. Et on a eu finalement gain de cause,
Mais ce n'était pas dans la seconde qui suivait. Il fallait rester à discuter près de 5 minutes pour faire en sorte que cette personne accède à des soins. Alors, on se retrouve dans un problème, il serait crucial que tout le monde le comprenne, que le Code de la santé publique ne prévoit pas qu'on puisse empêcher quelqu'un d'accéder aux soins. Et ça, c'est fondamental. Il faut vraiment que tout le monde comprenne que si le gouvernement fait voter à la va-vite, dans la hâte, dans l'urgence, comme ils disent, un certain nombre de lois, les lois fondamentales sont toujours là. Et les dispositions des lois qu'ils mettent en œuvre, comme la loi du 5 août, n'ont jamais dit qu'il y avait une remise en cause du Code de la santé publique. Et nous disons aussi, il n'y a jamais eu d'écrit indiquant que, par exemple, la décision du Conseil de l'Europe, qui disait qu'il ne fallait pas empêcher et obliger les gens à se vacciner, faire pression sur les gens, c'est pas écrit dans la loi que ceci n'a pas de valeur. Donc c'est un peu, si vous voulez, tout cela, ce débat qui doit être remis sur la table. Alors ça va beaucoup plus loin que ça, parce que on a des discours. Parce que moi je dis, ce sont des discours à l'Assemblée nationale. Les gens, ils déclarent, ils font des conférences de presse. Monsieur Véran fait des conférences de presse presque chaque semaine. Et on s'aperçoit que ce qu'il disait en 2020 n'est pas valable en 2021. Ce qu'il peut dire au début de l'année 2021 n'est pas valable en milieu d'année 2021. Et quand je dis pas valable, qu'il y a des mensonges. Ce sont des mensonges d'État. Je prends pour exemple, simplement, en mars 2021, donc c'est bien cette année, il y a une requête qui a été formée par un citoyen qui s'appelle M. Benerbi, qui, sur le fait qu'on lui avait demandé de se vacciner, double vaccination, et sur le fait qu'on l'obligeait à devoir porter des masques, ne pas être libre de ses mouvements et devoir se conformer à présenter à tout va un pass, avait demandé qu'il y ait, par sa requête, des dispositions qui soient annulées, de suspendre des dispositions. Pour justifier que non, quand vous êtes doublement vacciné, vous n'êtes pas susceptible d'être hors du cadre des gestes barrières, des limitations de déplacement et des activités. Là, le ministre de la Santé, c'est bien écrit, ministère, alors il faut que je montre. On voit bien le bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge, ministère des Solidarités de la Santé, qui répond par le biais du directeur des affaires juridiques. Donc ça veut dire bien qu'on a analysé juridiquement cette demande. Alors, la réponse qui est faite au Conseil d'État, c'est de dire que la diffusion du virus ne peut être garantie qu'en ayant recours aux mesures barrières et aux limitations de déplacement et d'activité. Donc, c'est bien ce qu'on est en train de dire, c'est pas le vaccin qui limite la propagation tout seul. Ce sont les gestes barrières. Voilà. Et en plus de ça, ils disent que les connaissances scientifiques actuelles font apparaître en tout état de cause comme prématurées toute différenciation des règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses de vaccin. Ça veut dire simplement, on ne peut pas différencier les personnes simplement parce qu'ils ont reçu des vaccins. Et que ça ne permet pas. Alors pourquoi ils disent ça? Ils disent simplement, et c'est souligné dans le texte, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin. Ça, c'est à la page 6. Et pareil, dans le dernier paragraphe de la page 6, il est bien écrit, en l'état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers, ce que nous avons toujours répété. Et que beaucoup de personnes qui avaient dit auparavant que le vaccin immunisait, aujourd'hui disent ça permet de ne pas avoir les formes graves. On a changé de discours. Mais là, dans ce texte,
n'empêche pas de transmettre le virus au tiers. Donc, en arrêtant, donc on dit simplement, bon, ça, les personnes peuvent le trouver sur Internet. C'est dans cette requête que le ministre de la Santé répond. Il est obligé de répondre au Conseil d'État. Au Conseil d'État, parce que là, on n'est pas à l'Assemblée en train de répondre à la cantonade, aux députés ou aux sénateurs. On est là dans un exercice juridique où est-ce qu'on doit répondre précisément et faire attention à ce qu'on répond au Conseil d'État. Parce qu'il y a une requête, et cette requête pouvait aller très loin. Donc, on a débouté ce monsieur en lui disant, ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous allez pouvoir être suspendu de toute obligation, que vous allez pouvoir circuler partout et faire tout ce que vous voulez. Donc, ça c'est la réponse officielle de M. Véran. Et quand on regarde ce qui nous est imposé aujourd'hui, le pass sanitaire, il y a d'un côté ceux qui sont vaccinés, à qui on enlève toute obligation de présentation, de test ou de quoi que ce soit. Même pour ceux qui doivent prendre l'avion pour venir en Martinique ces jours-ci. Et on prend ça pour un caractère primordial pour dire que ce sont les non-vaccinés qui doivent faire des tests. Et nous avons toujours dit, s'il y a une condition de test, il y a une égalité qui doit être, de traitement qui doit être donnée, vacciné ou non vacciné. Ça veut dire que l'ensemble du personnel doit être considéré. Donc d'où l'intérêt de dire que on n'a pas nécessairement une obligation à mettre en œuvre. On a par contre à mettre des précautions telles que les gestes barrières à les maintenir, mais aussi à peut-être introduire la question des tests, mais pour tout le monde. Cette égalité de traitement n'existe pas dans le texte. Donc c'est pour ça que nous disons que là encore une fois, on est en train de partir dans des débats et des prises de position. Je dis encore, ce sont des discours, ce ne sont pas des positionnements juridiques. Et lorsque le ministre est obligé de donner des explications juridiques et que c'est son service juridique qui répond pour lui, en son nom, on a un discours qui est totalement différent. Mais aujourd'hui quand même, le pass sanitaire a été reconduit jusqu'en juillet 2022. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Non, il n'y a pas d'erreur. Donc, la question qu'on se pose, c'est ces textes juridiques, c'est la Cour d'État, c'est une très haute juridiction française. Est-ce que les députés ont accès à ce genre de documents? Je pense que oui, puisque vous me dites que c'est sur Internet. Oui, Donc, comment les députés de l'Assemblée nationale ont à nouveau voté pour reconduire le pass sanitaire jusqu'en juillet 22, sachant tous les problèmes que ça crée? D'autant plus que personne ne peut prévoir dans sa boule de cristal qu'en juillet 2022 ou alors en juin 2022 qu'on sera en crise sanitaire. Donc, ou que Macron sera encore président. Voilà. Donc, par contre, ce que nous disons, c'est qu'on fait des promesses, on édicte à un certain moment qu'on va arrêter au 15 novembre et qu'il n'y aura plus de passe sanitaire. On fait croire à tout le monde dans le discours que avec la vaccination majoritaire, il n'y a plus de problème, c'est la liberté. Et pourtant, on a quand même reconduit jusqu'à 2022. Alors, là encore une fois, en nous disant, l'Assemblée nationale a voté, il me semble, 171 députés ont voté sur plus de 500 députés. Où étaient les autres? Pour une question aussi fondamentale que celle-là. Hein, voilà. Même. C'est quand même dramatique de voir ça. Nous, la conclusion qu'on en tire, ça veut dire que jusqu'à juillet 2022, le CHU, les autres établissements de santé, que cliniques ou EHPAD, vont appliquer le pass. Dans le cas d'espèces du CHU de Martinique, on a comptabilisé jusqu'à juillet 2022, ça fait 1 750 000 € de dépensés simplement pour le contrôle par des agents de sécurité. Et nous, quand on demande des achats à 10 000 €, c'est un monde. Et là, on a vraiment les exemples où est-ce que des priorités sont mises en avant
au détriment d'autres éléments nécessaires à la continuité des soins, ne serait-ce que du matériel, ne serait-ce que des médicaments, ne serait-ce que avoir de quoi héberger correctement les patients, de quoi avoir des consultations correctes avec du matériel renouvelé. 1 750 000 euros, je vous assure, on aurait pu mettre du confort pour beaucoup de patients, ou alors des conditions de travail améliorées pour le personnel. Donc là, encore une fois, il faut bien, si vous voulez, reprendre les choses et les mettre à leur juste valeur. Ça, c'est très important selon nous, parce que ça nous conforte dans notre positionnement. Lorsqu'il y a nécessité d'avoir des financements, on les trouve, parce que ce n'était pas prévu dans le budget de l'année 2021. Et là, le CHU de Martinique va dépenser. Le centre hospitalier Maurice Despinois va dépenser. Le centre hospitalier du Marin, du François, du Saint-Esprit vont dépenser. Et oui. Alors qu'il suffit d'avoir cette vision-là et on comprend que ce sont des dépenses qui, en notre sens, auraient pu être orientées autrement. Alors aujourd'hui, avec tout ça, M. Haribo, est-ce que les malades qui sont au CHUM sont correctement soignés? Parce que même si vous avez toutes ces difficultés de passe sanitaire, j'ai cru comprendre que vous assurez quand même les soins. C'est votre côté, j'ai envie de dire... On a, c'est un peu la poursuite de la genèse de tout ce qui s'est passé. Donc on est arrivé, nous étions dans une situation vraiment catastrophique. On était en état de guerre. On avait transformé l'hôpital en une caserne de militaires. Mais il me semble quand même en temps de guerre, les gendarmes, la police, tout ça ne rentre pas dans les hôpitaux. Et on a désanctuarisé l'hôpital. En tout cas, à Fort-de-France, le sanctuaire que représente l'hôpital a été désacralisé. Ça, c'est une chose qui est choquante et qui mérite d'être dénoncée. Et les responsables qui sont ici sur place, la préfecture, la direction générale de l'ARS, la direction générale du CHU de Martinique, ont créé les moyens qu'il y ait ces événements. On n'avait pas besoin de militaires armés au sein de l'établissement. Nous sommes retrouvés avec 3 types de forces. Les forces militaires, la police nationale et la brigade anticriminalité. Alors nous étions des criminels. Ceux qu'on applaudissait sont devenus des criminels avec en temps de guerre réel avec des forces armées. Ça, c'est condamnable. En tout cas, ce que nous disons... Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces forces de l'ordre sont encore là? Voilà. Alors les conditions qui ont été demandées pour enlever, parce que le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail s'est réuni, a reconnu à l'unanimité qu'il y avait là une situation de danger grave et imminent. Grave et imminent, pourquoi? Parce que la présence des forces militaires, mais aussi les conditions qui nous sont données, psychologiques, depuis un moment, de pression. Vous avez dû voir dans la semaine, on nous sort une note d'information pour le pass qui permet l'entrée beaucoup plus librement du personnel. Le lendemain, il y a une nouvelle note d'information qui est différente. Et on a aussi, pour le grand public, un communiqué de presse qui est totalement différent aussi. Tout ça pour montrer à l'État que les fonctionnaires d'État qui sont ici à la direction de l'ARS, de la préfecture et du CHUM restent dans le cadre légal de la loi. Voilà. C'est pour montrer à leurs chefs qu'ils n'ont pas dérogé, alors qu'ils avaient déjà dérogé. Alors, cette situation-là nous a conduit, il faut le dire, à faire prévaloir. Il y a pratiquement 650 agents, pour le moment, qui ont fait prévaloir leur droit de retrait vis-à-vis de cette situation. C'est dans la loi, puisqu'ils aiment la loi. C'est prévu par le Code du travail. C'est dans les démarches aussi de protection des salariés. Et ce droit de retrait est imposable à l'employeur tant qu'il n'a pas remédié à la situation qui était créée. Donc, premièrement, enlèvement des forces armées, ce qui a été fait, des forces de police et des forces armées. Graduellement, parce que lundi encore, 18, il y avait des forces armées. Mardi, il y en avait, même si c'était beaucoup plus discret, ils restaient dans leur fourgon, cachés sur un parking.
Et puis, graduellement, on s'est aperçu, effectivement, avec le CHSCT, ça a disparu complètement. Deuxième chose, c'est que l'accès au personnel et au public est beaucoup plus souple. D'accord. Et il n'y a plus pour nous nécessairement ce frein. Et puis, il reste l'ouverture d'une médiation entre l'intersyndicale, la direction générale du Centre hospitalier universitaire de Martinique, mais aussi l'ARS et la préfecture, parce qu'il faut que l'État soit présent. Et pourquoi la CTM ne fait pas partie de ces réunions? Parce que quand même, c'est la collectivité majeure de la Martinique. Pourquoi le président Letchimy n'est pas dans ça? Si la CTM souhaite se joindre, puisqu'on s'était déjà vu en préfecture le 30 août, la CTM était représentée. Logiquement, la CTM devrait suivre cette médiation. Pourquoi? Cette médiation vient simplement par un non-respect des engagements pris le 30 août en préfecture. Le préfet s'est engagé à mettre un calendrier de rencontres entre nous et l'ARS, la préfecture et tous ceux qui étaient là, donc la CTM, pour discuter des modalités de mise en application du PASS, puisqu'il y avait bien eu la parole de M. Véran disant « on reporte jusqu'après la 4e vague ». Or, on s'est aperçu que, de façon autoritaire, ils ont décidé d'un calendrier qui va jusqu'au 15 novembre, sans nous consulter, alors qu'au préalable, il était question qu'on en discute. Okay. Donc ça c'est... Pour revenir à la question très simple, nous avons pour mission de remplir ce caractère de protection sanitaire. Donc, la santé de la population avant tout. Dans le cadre du recours au droit de retrait, on peut simplement dire « nous sommes en retrait, nous ne sommes pas au travail ». Et ça provoque des dysfonctionnements majeurs dans l'établissement. Donc cet exercice-là, on l'a démontré tout de même pour certains services à la direction qui s'est affolé, simplement parce qu'ils ont constaté que sans nous, ça dysfonctionne gravement. Mais nous qui sommes conscients de la situation, nous avons quand même demandé au personnel de maintenir un service minimum et qu'il n'y ait pas de choses qui soient faites au détriment de notre population, celle qui est accueillie dans nos établissements. Donc on reste tout de même responsable et majeur. Mais par contre, nous avons en face de nous des interlocuteurs qui n'ont peut-être pas encore compris qu'une situation apaisée doit permettre de rentrer dans des discussions pour débattre et solutionner les problèmes de fond qui sont posés. Parce que nous posons des problèmes de fond. Certaines personnes pensent que nous sommes sur le superficiel avec les questions de vaccination, les questions de passe qui sont des questions fondamentales de liberté. Mais la liberté passe aussi par l'accès équilibré, équitable aux soins. On ne peut pas avoir de liberté non plus si on ne rectifie pas de façon fondamentale ce qui est actuellement sous nos yeux depuis avant le Covid, il y a 10 ans, 15 ans, et qui se perpétue aujourd'hui. Donc ce problème de fond-là doit être abordé. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait cette médiation et qu'elle aille jusqu'au bout du processus que nous avons demandé. Parce que certains pensent que le Covid, s'il y en a qui oublient, non, nous on n'oublie pas. Parce qu'on est dans le travail, dans ces établissements tous les jours, dans les difficultés. Et ces difficultés-là, elles ne disparaîtront pas d'elles-mêmes, toutes seules. Bien sûr, bien sûr. Donc là, j'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers une situation qui risque d'empirer à la Martinique, parce que je vois qu'il y a pas mal de syndicats qui prennent, je ne vais pas dire fait et cause pour vous, mais en tout cas qui viennent soutenir votre mouvement. Je vais parler d'EDF, les agents d'EDF. Je vais parler aussi des taximans qui ont fait une démonstration avec leur taxi. Ils sont passés jusqu'à l'hôpital. Et je crois qu'il y a aussi, et c'est pas il y a aussi les dockers. Il y a les dockers qui ont fait parvenir une note d'information où ils demandent à ce que cette situation soit réglée au plus tôt et qu'ils prennent fait et cause pour les soignants, parce qu'ils n'ont
pas tellement compris ni accepté la manière dont les choses se sont déroulées. Est-ce que c'est bien ça? C'est très exactement ça, parce que les événements qui se sont produits vendredi 15 au centre hospitalier Pierre Zobda Kittmann, il faut bien le nommer pour que tout le monde prenne conscience qu'un Martiniquais a œuvré pour faire en sorte qu'il y ait une réforme et que l'on mette les moyens au service de la santé de la population. Et tout ça s'est dégradé dans le temps. Donc tout le monde a bien compris, il y avait quelque chose qui se passait pas bien du tout et qu'il y avait lieu de réagir. Donc oui, les dockers nous ont bien signifié, l'intersyndicale du port nous a signifié clairement qu'ils étaient prêts à entrer en action parce qu'ils considéraient que cette situation était totalement anormale. L'électricité, EDF aussi, les services d'électricité, mais électricité de France, hein, on précise oui, bien. EDF, oui. Et il y a aussi le SMEM qui s'occupe d'énergie aussi, qui a déposé un préavis. Mais les préavis tombent tous les jours. Mais on a polarisé, si vous voulez, sur le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France. Mais il faut que vous sachiez qu'à Emma Ventura, il y a eu un mouvement hier de protestation parce que les grandes personnes n'arrivent pas à voir les visites de leurs parents à cause du pass. C'est ça. Il y a aussi, dans le médico-social, aujourd'hui, à Rivière-Laure, il y a un mouvement de grève. Le Saint-Esprit, le Carbet, le Marin, tout, le centre psychiatrique, tous ces établissements-là sont déjà en mouvement. Lorsque nous disons il y aura un mouvement généralisé dans la santé, c'est normal parce que nous sommes tous concernés. Il y aura un mouvement généralisé parce que les autres secteurs considèrent que ce qui se passe là, pour exemple, les motards demain vont faire une manifestation pour montrer qu'ils sont concernés. Pourquoi? Parce que les motards disent simplement dans leur appel, lorsqu'ils tombent à moto, qui les soigne? Où est-ce qu'on les emmène? Et ils ont déjà vécu pour certains ça. Ils sont accueillis au centre hospitalier le plus proche. Ils sont pris en charge quelquefois par le SAMU quand il le faut, par les pompiers. Donc ils connaissent ce réseau. Nous sommes là dans des choix qui sont faits, des choix de personnes civiles, mais qui considèrent que la réponse qui doit leur être apportée, c'est une réponse à tout moment que toute personne doit attendre et que les conditions qui nous sont données ne sont pas les bonnes. Donc ils vont manifester. Donc il y a la Caisse de sécurité sociale qui est en grève pour d'autres raisons, mais qui montre bien qu'il y a un climat généralisé. Il y a énormément d'endroits et de secteurs qui sont en train de s'exprimer. Les infirmières libérales aussi, de façon forte, parce que le couperet est en train d'arriver. Et c'est ce que nous disons à nos interlocuteurs. On ne comprend pas, là. Vous voulez suspendre les gens de leur travail. Est-ce que vous avez bien compris les conséquences? Le Covid a déjà provoqué plus de suicides que tous les facteurs psychosociaux qu'il puisse avoir dans la société aujourd'hui. Les chiffres sont là pour le démontrer. C'est un facteur de pression énorme avec les confinements. Et en plus de ça, quand on nous rajoute le couperet extrême de dire que vous n'allez pas pouvoir travailler, vous n'allez pas pouvoir être rémunéré, vous n'allez pas pouvoir vivre et faire vivre votre famille. Payer les traites de la maison, payer les choses habituelles. Voilà. Donc, tous ces secteurs-là sont concernés et nous croyons qu'il y a lieu aujourd'hui que tout le monde se regroupe pour dire non. On n'est pas d'accord sur cette façon de traiter la population et de traiter les travailleurs. Alors, les 2 soignants qui ont été arrêtés de manière manu militari la dernière fois, est-ce qu'ils ont été relâchés? Ils ont été relâchés dès le samedi matin et nous croyons qu'ils auraient pu être relâchés beaucoup plus tôt. Parce qu'on sait très bien qu'on essaie de faire quelquefois porter le chapeau à ceux qui sont arrêtés. Parce que force doit rester aux forces de l'ordre. Mais ce n'est pas ce qui est en train le discours qui a été donné tout de suite par certains médias. Et certains médias au niveau national qui ont, si vous voulez,
retourner la situation en disant que c'est à cause des échauffourées qui ont eu lieu entre les urgences, que ces personnes ont été arrêtées. C'est l'arrestation de ces personnes qui ont provoqué par derrière cette incompréhension du personnel. Parce que le personnel a constaté qu'à l'intérieur de l'établissement, on était en train de menotter, manu militari, deux collègues, qu'on les avait mis à terre, qu'on utilisait les gestes de contrition habituels, avec le genou et ainsi de suite, et qui ont alerté l'ensemble du personnel qui était à l'extérieur ou à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on voit des gens en tenue après, qui sont là en train de protester. Tout simplement, et tout se passait à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, sans qu'il y ait ces incidents. Donc il faut bien remettre les choses à leur place. La deuxième chose que nous disons, c'était des agents hospitaliers qui cherchaient à sortir de l'établissement pour aller rejoindre leur poste de travail. Et là, nous sommes fermes là-dessus. N'en faites pas des délinquants, s'il vous plaît. Ouais. Parce que lorsqu'on sortira de tous les limons qui ont été jetés sur eux, la vérité, on constatera qu'ils ont été en premier lieu, sans aucune vérification, agressés par les militaires qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'établissement. Pour vous expliquer, il y a plusieurs bâtiments, par exemple, au centre hospitalier Pierre Zola Kittmann. Pour se déplacer, lorsqu'il y avait la présence militaire, d'un bâtiment à un autre, il ne fallait pas vous déplacer avec votre tenue sans le pass. Parce que vous aviez peut-être présenté votre passe pour aller à votre poste de travail. Il faut que vous vous déplaciez pour aller à un autre bâtiment. Vous vous déplacez en tenue. Eh bien non, monsieur, il faut le pass. Parce que peut-être vous êtes déguisé. Et c'est cette situation-là qui a créé tout ça. D'accord. Et nous croyons qu'il y a lieu de remettre les choses en place. Il ne s'agissait pas de délinquants. Et si ce sont des salariés du centre hospitalier de Trinité, du centre hospitalier universitaire de Martinique, nous avons obligation de présenter nos casiers. Nous sommes désolés. Et a priori, ils n'ont pas de casier. Vous parlez des casiers judiciaires. Oui. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire avec un casier long comme ça. Hein. Il faut que vous présentiez à votre employeur un extrait de casier judiciaire et qui reste dans votre dossier. Donc que les choses soient éclaircies pour tout le monde et qu'on comprenne bien. Donc il ne s'agissait pas non plus de personnes qui ont essayé absolument de provoquer des incidents au sein du centre hospitalier universitaire. Alors pour terminer, M. Haribo, samedi vous faites une réunion à la maison des syndicats, c'est ouvert à tous, hein. Vous faites un bilan avec vos avocats, tout ça, et vous souhaitez que la population vienne écouter, poser des questions en fait sur la situation. Oui, alors nous souhaitons rassembler déjà tous les personnels. Donc nous appelons déjà tous les personnels de santé, quelle que soit la catégorie, public, privé, libéral. Donc ils ont déjà compris que ce soit le médico-social. Venez à la maison des syndicats samedi à partir de 8h. Il s'agira pour nous, premièrement... Habillés en blanc ? Habillés en blanc. D'accord. Ça, on garde ce signe-là fort pour ce samedi. Et la population aussi, si vous venez, habillés en blanc. Tous ceux qui veulent soutenir aussi, habillés en blanc. Nous allons faire en sorte d'apporter un certain nombre d'éléments concernant les axes juridiques avec nos avocats. Nous allons aussi faire le bilan de tout ce qui s'est passé et expliquer aussi pourquoi il y a lieu, s'il n'y a pas de changement de positionnement des autorités, qu'il y a lieu d'enclencher un mouvement général. Donc ce qui veut dire que nous allons expliquer à tout un chacun qui veut bien entendre les raisons qui font que nous avons un axe juridique fort à mettre en place et les raisons qui font aussi que, parallèlement à cet axe juridique, il nous faut aussi fortement nous mobiliser. Donc rendez-vous samedi, 8h, à la maison des syndicats. Il y a une grève générale qui se profile à l'horizon, c'est pas encore décidé du jour, de la date,
Mais enfin, avec tous les syndicats, tous ceux qui vous soutiennent, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en branle apparemment. Oui, et qui est en train de se mettre en place parce qu'il faut répondre à ces agressions qui ont été faites, pas par des agressions, par de la mobilisation, et ce sera en début de semaine. D'accord. Donc, on va aussi communiquer, je pense que samedi, la date sera communiquée, mais d'ores et déjà, nous disons et nous faisons appel à tous les secteurs d'activité pour se préparer à être en action en début de semaine. Alors lundi, je crois que c'est une date importante. Il y a quelque chose là qui se passe lundi. C'est une date butoir pour quelque chose, je crois. Pourquoi? Parce que le 24 octobre, c'est dimanche, c'est déjà la date butoir où est-ce qu'on impose au personnel soignant, non soignant, qui travaille dans le secteur sanitaire, d'avoir une première injection. D'accord. Et à partir de cette date, commence à courir tout ce qui est prévu par le gouvernement jusqu'à la suspension. Et aussi sont concernés nos infirmiers libéraux, les sages-femmes libérales, les médecins libéraux qui n'auront pas respecté cet ordre de dire et de faire une première injection. Donc c'est une date symbolique, le 25. D'accord. Début de semaine va commencer des procédures où est-ce qu'on va empêcher à des professionnels d'exercer. Et ça, il faut que tout le monde commence à prendre conscience. Vous avez des infirmières libérales qui viennent régulièrement chez vous, à qui on va interdire de continuer de professer. Ouais. Des médecins à qui on va interdire de recevoir des patients dans leur cabinet. Des médecins, peut-être qui travaillent dans des hôpitaux, ou dans des cliniques, ou dans des EHPAD, à qui on va interdire de travailler. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et il faut que ça soit compris très solennellement. On n'est pas sur des facteurs d'augmentation salariale. On n'a rien demandé de tout ça depuis le début. On demande simplement le respect de nos missions, de nos fonctionnements, et de comprendre que nous avons cette humanité qui va vers les autres, et de la compréhension de la nécessité que nous restions en poste, quand bien même il y ait cette obligation voulue et absolument voulue que nous ne comprenons pas. Très bien, je voudrais personnellement faire un coup de chapeau aux infirmières libérales et à tous ceux qui viennent soigner les malades, singulièrement les malades du Covid, et qui n'hésitent pas à venir, comme le reste du personnel soignant, qui l'année dernière était applaudi, alors qu'ils soignaient une nouvelle maladie, ils ne savaient même pas s'ils n'avaient pas attrapé cette maladie et subi des graves conséquences. Et je pense à des infirmières libérales qui, jusqu'au bout, continuent à venir soigner. Et j'en parle parce qu'il s'agit quand même de ma famille proche à qui c'est arrivé. Et ces infirmières libérales étaient au chevet de ces malades atteints du Covid. Donc, chapeau bas pour vous, mesdames, et puis force et puis courage pour la suite. Monsieur Haribo, merci beaucoup d'être venu et puis d'avoir pu donner des éclaircissements. C'est avec grand plaisir qu'on essaie parce que on a des retours. Il y a des retours négatifs, il y a des retours positifs, ça fait partie de la vie. Bien sûr. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir apporter des informations qui suscitent la réflexion et qui va peut-être permettre à tout un chacun de comprendre dans le temps ce que nous disions. On n'est pas certain que donc on ait compris tout de suite, mais nous pensons que dans le temps, on comprendra un peu tout ce qu'on veut faire passer. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Manuela. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Zouk TV.